nous rejoindre. Bonjour à tous, je me présente Rama Chouchan. Donc, je suis chercheuse associée à l'Institut de recherche sur les PME de l'UQTR et j'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer le dévoilement du rapport sur la situation de l'entrepreneuriat au Québec 2023 du Global Entrepreneurship Monitor. Donc, je ne serai pas seule. J'aurai peut-être, on a 200 inscriptions, 216 inscriptions jusqu'à maintenant. Donc, on sera 216 à animer ce webinaire et aussi avec nos panélistes qu'on va directement par la suite, après la présentation, passer au panel. Donc, sans tarder, je présente brièvement nos experts que vous connaissez certainement. Donc, Monsieur Étienne Saint-Jean, professeur titulaire au département de management à l'UQTR, Université du Québec à Trois-Rivières. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la carrière entrepreneuriale et directeur de l'Institut de recherche sur les PME et son complice de Global Entrepreneurship Monitor à l'UQTR, donc Monsieur Marc Duhamel, professeur agrégé au département de finance et économique de l'UQTR et chercheur régulier aussi de l'Institut de recherche sur les PME de l'UQTR. Donc, je leur cède maintenant la parole pour nous présenter les principaux résultats de ce lancement et ce dévoilement. Donc, à vous la parole, chers collègues. Excellent. Ben, merci beaucoup, Rama. Bonjour tout le monde. On est bien heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter les derniers résultats du rapport du Global Entrepreneurship Monitor. Comme Rama le disait, presque un peu plus de 200 personnes qui se sont inscrites. Alors, bien content que vous soyez encore une fois au rendez-vous cette année. Nous allons procéder par le dévoilement des principaux résultats du rapport, mais sachez, comme vous l'avez probablement vu dans l'invitation, qu'on aura à la toute fin de la présentation un panel qui va se joindre à nous. On va avoir l'occasion de vous le présenter là, à peu près dans, disons, une trentaine de minutes, 35 minutes. On va pouvoir donc échanger sur les résultats qui seront présentés, notamment sur la question de l'entrepreneuriat féminin. Et donc, voilà, on aura l'occasion à ce moment-là de vous présenter les différentes panélistes qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, je vais partager à l'instant mon écran. Vous devriez, en principe, voir les résultats du rapport. Donc, voilà. Pour ceux qui sont moins familiers avec le GEM et que c'est la première fois, GEM, c'est l'acronyme de Global Entrepreneurship Monitor. C'est un vaste consortium international qui a débuté en 1999. C'est plus d'une centaine de pays sur tous les continents qui ont participé jusqu'à maintenant. On parle donc d'un portrait annuel pour lequel il y a plus de 200 000 personnes qui répondent à un questionnaire en ligne et plus de 1500 experts qui sont sollicités pour donner leur opinion sur les conditions cadres de l'entrepreneuriat dans les différents territoires qui sont sondés. Et donc, ça fait que c'est un réseau de plus de 400 chercheurs et spécialistes en entrepreneuriat qui se coordonnent à chaque année là, pour produire ces résultats-là. Il y a des vidéos, il y a une chaîne YouTube en fait sur le Global Entrepreneurship Monitor. Moi, je vous invite à aller voir le site du consortium. On va vous présenter le site web à la fin. Puis il y a également une chaîne YouTube du consortium dans laquelle vous allez pouvoir voir plusieurs vidéos sur des dévoilements, mais également pour voir la teneur de l'enquête, si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est un très vaste projet. Au Canada, chaque année, on fait le portrait depuis 2013. Et on est, Marc et moi, on est les responsables pour le Québec à produire le rapport GEM pour le Québec. Alors, il faut savoir que comme c'est une enquête nationale, ça veut dire que dans chacun des pays, on a un nombre de répondants minimum là, qui est de 2000. Euh, et donc, c'est un échantillon qui est représentatif de la population canadienne. Et puis, de ce nombre, il y a une partie, évidemment, qui réside au Québec. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les répondants du Québec et puis on les compare avec les répondants du reste du Canada. C'est un territoire un peu arbitraire parce qu'en fait, le Canada est excessivement diversifié, il est vaste. Évidemment, les gens qui résident en Atlantique n'ont pas les mêmes réalités économiques et sociales, parfois même, que les gens de l'ouest du pays. Mais pour les fins de l'exercice, on les rentre toutes dans la catégorie reste du Canada.
Fait que c'est un échantillon qui est composé de téléphones fixes mobiles à 60%, 40% fixe mobile, qui correspond à 50% de l'échantillon total, et un panel Internet qui correspond à l'autre 50% de l'échantillon. L'échantillon est stratifié puis pondéré selon le sexe et l'âge de la province. Voilà, c'est pour vous donner les détails de la métaux, ce qui correspond à environ une marge d'erreur de moins de 4,5 19 fois sur 20 pour ceux qui aiment ce genre de statistiques, si on veut. Alors, comme on fait un portrait annuel, mais qu'on ne suit pas les gens pour toute l'année, on doit les répartir dans les différentes catégories. Et donc, par défaut, tous les gens qui résident sur le territoire sont considérés des entrepreneurs potentiels, à moins qu'ils soient propriétaires d'une entreprise. Et ces entrepreneurs potentiels-là, évidemment, ce n'est pas tout le monde sur le territoire qui va démarrer une entreprise éventuellement, mais tout le monde peut avoir une opinion sur l'entrepreneuriat, sur la carrière entrepreneuriale. Et donc, on pose un certain nombre de questions à la population générale qui se trouvent à être des indicateurs, disons, de la culture entrepreneuriale sur le territoire. Mais les gens peuvent s'engager dans l'entrepreneuriat et quand ils font des efforts pour devenir des entrepreneurs, on les appelle les entrepreneurs naissants à partir du moment où ils sont en processus de création d'une entreprise. Jusqu'à 3 mois de salaire versé, on les rentre dans cette catégorie-là. Les gens qui ont plus de 3 mois et jusqu'à 42 mois, donc 3 ans et demi, on les considère des nouveaux entrepreneurs parce que l'entreprise est relativement fragile à cette étape-là, puisqu'elle est nouvelle, elle doit faire sa place dans le marché. Et donc, à la fois les naissants et les nouveaux combinés, on les appelle les entrepreneurs émergents. Donc, on calcule le total de l'activité émergente en combinant ces deux groupes de personnes-là. Quand ça fait plus de 42 mois de salaire versé, ils rentrent dans notre catégorie d'entrepreneurs rétablis. Et évidemment, tous les gens qui sont en processus de création ou qui sont entrepreneurs peuvent cesser leurs efforts ou fermer l'entreprise. Et donc, on calcule également les taux de sortie et ils redeviennent d'une certaine façon des entrepreneurs potentiels par la suite. Alors, c'est quoi nos principaux indicateurs en 2023? Il y a plus d'indicateurs que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller lire le rapport qui est plus complet, mais on va vous présenter, disons, quelques faits saillants de ce que le rapport contient. Alors, un des indicateurs qui est super intéressant, c'est dans quelle mesure l'entrepreneuriat au Québec est considéré comme un bon choix de carrière. Et parce que ça témoigne donc d'une certaine forme d'intérêt à l'égard de cette carrière-là. Alors, ce qu'on remarque cette année, c'est que le Québec figure vraiment au premier rang des pays de l'OCDE qui sont participants à l'enquête GEM. Le reste du Canada, en rouge, là, figure dans le fond au sixième rang. Donc, ça veut dire que 79%, ça veut dire que, mettons, 4 personnes sur 5 au Québec qui estiment que l'entrepreneuriat au Québec, que l'entrepreneuriat est un choix de carrière désirable. Si on regarde le graphique du bas, on voit l'évolution au fil des ans. Comme je le disais, depuis 2013, on fait le portrait, donc on peut suivre année après année euh, ces scores-là. Et donc, on voit que c'est relativement stable depuis les 11 dernières années, cet indicateur-là. Et donc, on voit le reste du Canada qui, lui, est en augmentation, mais il n'a toujours pas rejoint les taux du Québec. Au niveau des opportunités perçues, on leur demande, dans le fond, dans quelle mesure les gens voient des opportunités pour créer une entreprise dans leur région dans les 3 prochaines années. Encore là, le Québec figure aussi au premier rang de tous les territoires qui ont été sondés et jugés comparables. Le reste du Canada figure un peu plus loin, au 10e rang. Puis quand on regarde au fil du temps, le Québec et le reste du Canada étaient relativement équivalents au début, mais là, on voit qu'il y a un écart qui se creuse au fil des ans. Malgré les fluctuations, le Québec, dans le fond, a presque 15 points de plus que le reste du Canada cette année au niveau des opportunités perçues. Donc, les gens du Québec envoient des opportunités pour démarrer dans leur territoire. Quand on se tourne vers les compétences entrepreneuriales perçues, là, c'est un petit peu plus négatif, si on veut. Non seulement le Québec est vraiment bas dans le classement des pays comparables, comparativement au reste du Canada, qui lui est quand même dans le peloton de tête. Année après année, ça ne change pas beaucoup le portrait, c'est-à-dire qu'on vous le voyez en bas, là, l'écart persiste
mis à part quelques petits soubresauts, là, si je peux dire ainsi, là, en 2019 et en 2017. Mais l'écart persiste année après année au niveau des compétences entrepreneuriales perçues. Donc, les gens voient des opportunités, mais ils ne s'estiment pas nécessairement autant compétents pour pouvoir devenir entrepreneur. Au niveau de la peur de l'échec, relativement semblable. En fait, cette année, le Québec a un peu plus peur de l'échec et c'est une peur de l'échec qui pourrait freiner donc des créations d'entreprises. Score très, très semblable avec le reste du Canada. Le Québec avait au fil du temps un peu moins peur de l'échec euh, que le reste du Canada, mais cette année, donc, on a rejoint le reste du Canada. Et donc, tout ça combiné, ça a un effet sur les intentions entrepreneuriales. Parce qu'évidemment, si les gens n'ont pas confiance en leurs compétences, ils ont bien beau voir des opportunités, mais ça ne va pas nécessairement leur donner le goût de démarrer une entreprise. La question qu'on leur pose sur les intentions, c'est est-ce que vous avez l'intention de démarrer une entreprise dans les 3 prochaines années? Donc, c'est une projection relativement à court terme, 3 ans. C'est pas dans votre vie, mais c'est dans les 3 prochaines années. Et on voit là donc que le Québec qui a un score de 21,1, donc en deçà du score du reste du Canada, qui figure au quatrième rang des pays comparables. Et puis, donc voilà, donc ça veut dire que c'est un score évidemment qui est quand même excellent, puisque ça veut dire qu'une personne sur 5 au Québec qui a le goût de démarrer une entreprise dans les 3 prochaines années. Puis c'est un score relativement semblable au reste du Canada. Donc, considérant tout ça, c'est un assez bon résultat. Alors, je passerai la parole à mon collègue Marc qui va vous entretenir sur les prochains résultats. Donc, merci Étienne et merci Rama pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Donc, on va poursuivre en fait avec la progression, le schéma du processus entrepreneurial que Étienne vous a expliqué tout à l'heure. Donc, vous vous rappelez qu'après les intentions, il y a les entrepreneurs naissants et il y a les entrepreneurs nouveaux, donc ceux qui ont versé jusqu'à 42 mois de salaire. Ben, lorsqu'on regarde l'évolution depuis 2013, on remarque qu'effectivement, l'entrepreneuriat émergent est quand même relativement une progression, mais entre 2022 et 2023, on remarque une stabilisation à 14,8 de la population adulte qui affirme être un entrepreneur naissant ou nouveau. Lorsqu'on on peut remarquer que cette stabilisation-là, elle est moins importante que la croissance qu'on a observée dans le reste du Canada. Une des raisons derrière ce schéma-là, c'est que effectivement, en 2023, les économies du Québec et celles du reste du Canada ont dévié légèrement en termes de croissance du PIB et également en termes du chômage. Mais grosso modo, lorsqu'on s'attarde au classement international du Québec en termes d'entrepreneuriat émergent, qui est l'indice phare du Global Entrepreneurship Monitor, on se rend compte en fait que le Québec est en tête en fait dans les économies les plus entrepreneuriales à travers les pays qui ont participé au Global Entrepreneurship Monitor en 2023. Bien entendu, après l'entrepreneuriat émergent, ce qu'on observe, c'est l'entrepreneuriat établi. Et là, on remarque un autre constat qui est un peu à l'opposé de ce qu'on observe dans les intentions, dans les détections d'opportunités, dans les intentions et dans l'entrepreneuriat émergent. Ce qu'on observe, c'est un ralentissement, une décroissance hein, de l'entrepreneuriat établi au Québec depuis 2013. Par contre, entre 2022 et 2023, on observe une augmentation de l'entrepreneuriat établi, donc c'est encourageant, mais l'écart avec le reste du Canada demeure élevé. D'ailleurs, lorsqu'on compare année après année l'entrepreneuriat établi du Québec par rapport aux autres économies comparables, mais on se rend compte que le Québec est toujours en fait très, très loin derrière les autres pays, particulièrement nos pairs nord-américains que sont le reste du Canada et les États-Unis. Euh,
Si on poursuit encore, comme Étienne l'avait expliqué, une fois qu'on a des entrepreneurs établis, bien entendu, on a des sorties entrepreneuriales. Et j'attire votre attention sur le panel du bas. On remarque qu'effectivement, depuis 2013, les sorties entrepreneuriales, qu'elles soient volontaires ou involontaires, sont à la hausse au Québec pour atteindre 9,2 de la population adulte au Québec. On remarque en 2023, en 2022, excusez-moi, et 2023, une augmentation. Et cette augmentation-là, elle est également présente dans le reste du Canada. Effectivement, il y a eu vous vous rappelez, en 2023, c'est l'année où on a eu une forte augmentation des taux d'intérêt au Canada, avec également là, des enjeux au niveau de rembourser les prêts qui avaient été consentis à nombreux entrepreneurs pendant la pandémie. Et effectivement, on observe que ce remboursement-là a précarisé certains entrepreneurs. Plus globalement, lorsqu'on s'intéresse plus particulièrement aux sorties entrepreneuriales et lorsqu'on ferme l'entreprise, ben là, on remarque un pattern, excusez-moi, une dynamique très différente entre le Québec et le reste du Canada, alors que les sorties entrepreneuriales avec cessation des activités d'entreprise sont à la hausse dans le reste du Canada. On remarque qu'elles sont en baisse au Québec. Et ça ouvre le point suivant sur le reprenariat. C'est qu'effectivement, on observe au Québec, et ces données-là, cette tendance-là, elle est confirmée non seulement avec, je rappelle, les données du GEM sont mesurées au niveau du pourcentage de la population adulte, mais on le remarque également au niveau des entreprises. Effectivement, on remarque que le Québec se démarque du reste du Canada avec une forte croissance des ensembles des repreneurs. Ici, c'est quoi un repreneur? Dans la terminologie du GEM, ce sont des sorties entrepreneuriales avec continuité des activités de l'entreprise. Donc, ce taux-là qu'on observe en 2021-2023, c'est une moyenne mobile des 3 années parce vous comprendrez qu'il n'y en a pas beaucoup qui font des sorties entrepreneuriales à chaque année. Ben, 36,3, ce sont des taux qui ressemblent beaucoup en fait à des taux qu'on obtient de d'autres enquêtes de Statistique Canada et également de données administratives qui sont publiées par exemple par l'Observatoire du reprenariat et du transfert d'entreprise. Donc, ça donne un portrait vraiment global. Donc, ces sorties entrepreneuriales-là, on a des sorties entrepreneuriales qui sont à la hausse, mais il y a plusieurs de ces sorties-là, en fait, c'est des entreprises qui poursuivent, donc elles sont reprises, en fait, par d'autres entrepreneurs. Donc, ça, c'est un signe encourageant pour maintenir la vitalité des écosystèmes. Donc, on a de l'expérience, en fait, dans la reprise d'entreprise. Pour terminer, ma section, je veux juste faire un petit mot sur l'importance de l'entrepreneuriat hybride. L'entrepreneuriat hybride, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est des gens qui affirment qu'ils sont qui sont entrepreneurs. Ici, on regarde les entrepreneurs émergents, donc ceux qui ont versé jusqu'à 42 mois de salaire. Et ce qu'on remarque depuis plusieurs années, c'est qu'il y a plus de 2 entrepreneurs sur 3 au Québec qui affirment être soit des entrepreneurs nouveaux ou des entrepreneurs naissants, mais qui conservent un emploi à temps plein chez un autre employeur. Et donc, ça soulève un paquet d'enjeux qu'on discute régulièrement, année après année, dans le rapport. Ça soulève des questions par rapport à l'engagement que les entrepreneurs naissants et nouveaux ont dans leur projet entrepreneurial. Euh, Comme vous pouvez le voir, dans les années 2017-2019, ça avait atteint un sommet, hein. On parlait de essentiellement plus de 80 des entrepreneurs émergents qui étaient des hybrides également. Le taux semble se stabiliser converger avec celui du reste du Canada. Et donc, ça soulève encore une fois là, vraiment des enjeux par rapport à l'engagement entrepreneurial des entrepreneurs émergents, tant au Québec
que dans le reste du Canada. Excellent. Ben, merci, merci Marc. Pour cette section-là. Je vais poursuivre donc avec, comme je l'annonçais dès le départ, sur la section qui concerne les différences entre les hommes et les femmes qu'on a observées cette année. En fait, ça faisait déjà quelques rapports là, qu'on n'avait pas sortis de statistiques à ce niveau-là. Donc, on ressentait peut-être le besoin là, de pouvoir se pencher là-dessus pour faire le point, faire le portrait de ces différences-là, puis donc de poser la question au niveau de l'entrepreneuriat féminin au Québec, ça ressemble à quoi? Et donc, fait qu'on va revoir les mêmes indicateurs, mais ce qu'on a fait dans cette section-là, c'est qu'on a séparé donc les scores des hommes puis les scores des femmes pour pouvoir voir s'il y a effectivement des différences selon le genre. Et puis, donc, premier indicateur, c'est au niveau du choix de carrière. Donc, c'est dans quelle mesure la population au Québec estime que l'entrepreneuriat, c'est un bon choix de carrière. Et on voit depuis donc 2019, les femmes estiment que l'entrepreneuriat est un bon choix de carrière et ils l'estiment de manière plus marquée que les hommes au Québec. Et donc, ça a fluctué évidemment au fil des ans, et on voit là, que cette carrière-là est jugée encore meilleure pour les femmes que pour les hommes cette année. Mais on voit quand même qu'il y a un déclin là, qui passe de 88 en 2022 jusqu'à 82 en 2023. Donc, on voit que ça tend à être équivalent entre les hommes et les femmes, mais il y a quand même encore aujourd'hui 5 de différence donc, entre les hommes et les femmes. Donc, que les femmes estiment que la carrière entrepreneuriale c'est un bon choix de carrière. Là où le bas blesse, je dirais, c'est au niveau des compétences entrepreneuriales perçues. Vous voyez, les courbes, ça fluctue évidemment année après année, mais néanmoins, les hommes, depuis 2013, se sont toujours perçus comme étant plus compétents pour démarrer une entreprise que les femmes. Et donc, on voit dans la dernière année en particulier que cet écart-là tend à rétrécir, mais il y a quand même 10 points d'écart entre le score des femmes et celui des hommes. Alors, ça va de quoi les prochaines années en termes de tendance? Est-ce que ça va se maintenir puis ça va finir par se rejoindre? Les 11 dernières années suggèrent que on n'est pas, c'est pas nécessairement automatique, autrement dit. Il faudra le suivre, mais on voit quand même qu'il y a peut-être une tendance positive, plus égalitaire qui pourrait s'établir dans les prochaines années. Alors évidemment, si les femmes s'estiment moins compétentes, bien qu'elles jugent que ce soit une carrière excellente, sans surprise au niveau de l'intention entrepreneuriale, on le voit, là, ça fluctue là aussi beaucoup, mais néanmoins, les femmes, depuis 2017, ont une moins grande intention d'entreprendre que les hommes. Euh, Cette intention-là a grandement augmenté entre 2022 et 2023, alors que pour les hommes, c'est resté relativement stable. Donc, ça veut dire que l'écart diminue. On est à 5 points de différence à peu près, euh, 4 points, disons, de différence entre les hommes et les femmes. Mais néanmoins, les femmes ont quand même moins l'intention de démarrer une entreprise dans les prochaines années, dans les 3 prochaines années, que les hommes. Si on y va au niveau de l'activité entrepreneuriale émergente, donc là aussi, ça fluctue beaucoup d'une année à l'autre, mais ce score-là a tendance à fluctuer plus pour les hommes que pour les femmes. Et donc, on voit quand même là, qu'il y a un écart assez important, particulièrement dans la dernière année 2023, où le taux est à 10,5 alors pour les femmes, alors que pour les hommes, il est à 19,1 Donc, on a presque là aussi 10 points d'écart, ce qui est quand même assez important. Et aussi une tendance à la baisse depuis 2021 au niveau de l'activité entrepreneuriale émergente des femmes. Donc, ça soulève un certain nombre de questions, à savoir est-ce que ce taux-là va décliner dans les prochaines années ou va
se restabiliser et reconverger, parce qu'on remarquera qu'en 2020, l'activité entrepreneuriale émergente était équivalente pour les hommes et les femmes. Il y avait une forme de parité, si on veut, là, qui s'était établie. Évidemment, c'est une année de pandémie. Évidemment, il y avait un contexte qui était particulièrement difficile. Peut-être que les hommes, pour eux, c'était plus facile de quitter l'entrepreneuriat naissant, donc d'abandonner les efforts. Difficile à dire pourquoi, mais quand même, il y avait une parité là en 2020 qui est en train de s'estomper au niveau de l'activité entrepreneuriale. Au niveau des entrepreneurs établis, on le sait, Marc l'a mentionné, globalement au Québec, les taux demeurent très bas comparativement au reste du Canada ou même à d'autres territoires. Euh, les femmes ne font pas exception aussi. Les taux sont très, très bas dans les dernières années. Celui des hommes reste toujours au-dessus de celui des femmes, avec un gain, par contre, plus marqué pour les hommes, mais un gain également pour les femmes en 2023. Euh, L'écart demeure à peu près de 5 points, là, un peu plus de 5 points en fait, entre les hommes et les femmes en 2023. Et donc, cet écart-là, malheureusement, ne semble pas s'estomper tant que ça au fil des ans. Quand on regarde au niveau des sorties entrepreneuriales, vous remarquerez, malgré les fluctuations, que les hommes et les femmes ont des sorties entrepreneuriales à peu près équivalentes, alors que pourtant, les femmes sont moins engagées dans l'entrepreneuriat émergent et dans l'entrepreneuriat établi. Fait que ça suggère sur le long terme là, une plus grande pérennité de l'engagement des femmes dans l'entrepreneuriat. Néanmoins, on voit que ça ne se solde pas par un entrepreneuriat établi plus grand. Et il y a quand même, il y a quand même plus de sorties entrepreneuriales chez les hommes que chez les femmes en 2023. Euh, mais toute proportion gardée par rapport aux entrées en 2023, il pourrait y avoir une légère plus grande rétention des femmes en entrepreneuriat, mais ça reste quand même très léger, la différence, toute proportion gardée par rapport aux entrées en 2023. Donc, c'est des taux quand même à surveiller parce que la question de la pérennité des activités entrepreneuriales n'est pas simple à observer avec les données du GEM, puisqu'on n'a pas des données longitudinales, c'est-à-dire que ce pas des gens qu'on suit année après année, c'est un portrait annuel qu'on fait. Donc, c'est parfois difficile de savoir si les gens qui se sont engagés en entrepreneuriat en 2020, 2021, qu'en est-il aujourd'hui? On ne sait pas. Ils se retrouvent globalement peut-être dans le portrait qu'on fait, mais comme on ne suit pas les gens, c'est difficile de connaître la pérennité des efforts qui sont faits à cet égard. Donc, si on récapitule, juste pour se rafraîchir un peu la mémoire sur ce qu'on vient de présenter, puis garder ça aussi à l'esprit pour la panel là, qui va se joindre à nous dans quelques minutes. Mais on voit donc au Québec, la perception d'opportunité a augmenté et elle est très élevée. La compétence entrepreneuriale perçue est légèrement augmentée, mais ça reste très faible et bien en dessous du reste du Canada, avec une augmentation de l'intention d'entreprendre qui demeure légère et une relative stagnation donc de l'entrepreneuriat émergent, qui reste quand même très dynamique lorsqu'on le compare à d'autres territoires, mais qui n'est pas nécessairement en progression non plus. On a une hausse de l'entrepreneuriat établi, mais qui reste encore très faible lorsqu'on le compare aux autres, et une baisse des sorties entrepreneuriales sans continuité de l'entreprise. Donc, ça suggère, comme Marc le disait, là, davantage de sorties dans le cadre d'un transfert d'entreprise. Et ce n'est pas étranger au fait qu'on voit l'augmentation du reprenariat qui atteint plus du tiers des entrepreneurs nouveaux et établis au Québec qui ont rentré dans l'entrepreneuriat par l'achat d'une entreprise existante. Et c'est une tendance qui est à la hausse, là, ce qui suggère, avec l'augmentation des transferts d'entreprises dans les prochaines années, ça suggère donc vraiment une lancée assez importante du reprenariat dans les prochaines années. Puis la pérennité de l'activité entrepreneuriale demeure encore un enjeu. Après année, on le rappelle, étant donné les grandes sorties entrepreneuriales qu'on observe, donc il y a quand même des enjeux au niveau de la pérennité des PME qui sont créées en tant que telles année après année.
Au niveau de l'entrepreneuriat féminin, donc un petit rappel, les femmes jugent plus positivement la carrière que les hommes, mais elles s'estiment moins compétentes, ont moins l'intention de démarrer et de ce fait démarrent moins d'entreprises, pardon. Et donc, ça amène un certain nombre de questionnements sur comment on peut faire pour changer ces tendances-là. Dans la littérature, il y a plusieurs suggestions qui peuvent être faites là, sur des travaux précédents là, qui montrent, par exemple, la mise en valeur de modèles de rôle de femmes avec différents profils, différents parcours. C'est un moyen, dans le fond, pour que les femmes puissent s'identifier à d'autres femmes qui ont fait le saut et puis s'autoriser d'une certaine façon à devenir entrepreneurs. L'encouragement dans les différents parcours scolaires et éducatifs. Dans bien des cas, il n'y a aucune raison, en fait, que les femmes s'estiment moins compétentes parce que les femmes ne sont pas moins compétentes que les hommes. Même à l'université, il y a de plus en plus de femmes. En fait, il y a plus de femmes à l'université qu'il y a d'hommes. Donc, les femmes sont excessivement bien formées au Québec. Il n'y a pas de raison qu'elles soient moins compétentes, mais il faut qu'elles le voient, cette compétence-là. Il faut qu'elles le reconnaissent qu'elles sont compétentes. Et là, il y a peut-être un travail à faire de ce côté-là dans les parcours scolaires et éducatifs pour faire prendre conscience aux femmes qu'elles ont les compétences entrepreneuriales, dans le fond, puis qu'elles ne sont pas moins bonnes que les hommes pour démarrer des entreprises. Et puis, ça implique peut-être aussi un accompagnement spécifique, justement pour aider les femmes à s'autoriser à devenir entrepreneurs et donc les encourager aussi là, à devenir, à passer à l'action. Puis une fois qu'elles passent à l'action, bien aussi s'assurer de la réussite de leur entreprise. Alors voilà, ça fait le tour des principaux résultats. Je pense que Auria a mis dans le chat là, le lien de téléchargement du rapport. Vous pouvez également le télécharger sur le site GEM qu'on a créé, uqtr.ca/GEM, puis également le site du consortium GEM dans lequel vous allez retrouver non seulement le rapport du Québec, mais le rapport du Canada, les rapports des différents pays, puis le rapport international. Donc, on remercie également les partenaires là, qui ont rendu possible la production de ce rapport-là, en particulier le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, puis également le Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation et ses différents partenaires qui ont aidé donc à financer la production du rapport. Alors, je m'arrête à cette étape-ci, puis je repasse le flambeau à Rama Shushan qui va pouvoir animer le reste de l'événement. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Marc, pour cette belle présentation, comme toujours, des faits saillants directement vulgarisés. C'est vraiment très intéressant. C'est déjà animé, on a beaucoup de questions donc, dans le chat et je vous invite aussi, il y a la rubrique questions et réponses du Zoom, donc vous pouvez directement poser vos questions. Mes collègues et moi répondrons donc durant le panel à vos questions et aussi on a une période de questions d'échange à la fin, juste après le panel et juste avant la fin de ce webinaire. Donc, merci encore de cette présentation qui nous permet de comprendre la situation de l'entrepreneuriat au Québec et en particulier l'entrepreneuriat féminin. Donc, ces données, Marc et Étienne, méritent d'être confrontées aux expériences terrain. C'est pour ça. Donc, nous avons invité trois entrepreneurs que j'ai le plaisir d'accueillir, qui vont partager leur parcours et réagir aux résultats présentés. Des femmes inspirantes qui incarnent la diversité et le dynamisme de l'entrepreneuriat féminin au Québec. Nous avons avec nous Madame Amal Elbab, fondatrice de l'entreprise Koukous. C'est elle qui va présenter son entreprise par la suite. Donc, Madame Caroline Bergeron, artiste, autrice, coach et conférencière. Bonjour Caroline. Madame Hélène Sarah Bécotte, cofondatrice de J Photonics. Bonjour Hélène. Et on ne peut pas inviter des entrepreneurs sans inviter des acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat au Québec, en particulier un organisme qui encourage l'entrepreneuriat féminin, Evol. Donc, nous avons avec nous Madame Mélanie Marin, directrice régionale chez Evol. Donc, chers panélistes, je vais vous poser quelques questions avant de passer à la présentation et à vos constats, votre interprétation de nos résultats. Donc, juste quelques questions pour que nos participants, et nous avons déjà 140, je pense, participants,
Donc, c'est sûr, ils sont curieux de savoir vos motivations entrepreneuriales. Pouvez-vous aussi nous parler de votre entreprise brièvement et si vous avez rencontré, je dis si, mais c'est sûr, vous avez rencontré des défis comme n'importe quel entrepreneur, quelques défis que vous avez rencontrés jusqu'à présent. Et juste par la suite, je vais vous poser quelques questions par rapport aux résultats. Je ne vais pas nommer particulièrement une entrepreneur, sentez-vous à l'aise, répondez sur vos idées, etc. C'est à vous la parole. Merci. Oui, Caroline. Ben, je vais commencer. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci de l'invitation, Étienne. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Donc, moi, je suis une entrepreneur, une repreneur et une entrepreneur. Je suis née dans la restauration. Mon père a eu 9 restaurants dans sa vie et j'ai repris les rênes de la famille en 2020. En 2005, à l'âge de 29 ans, j'ai racheté les dernières entreprises de mon père que j'ai opérées pendant 16 ans et jusqu'à des défis de santé où j'ai vendu en pleine pandémie le dernier restaurant qu'on possédait. Et à travers tout ça, ben, j'ai parti d'autres entreprises dans un pivot à 180 degrés comme artiste peintre durant mon parcours à l'école d'entrepreneurship de Beauce où j'ai étudié au parcours élite. J'ai été amenée à faire un atelier de peinture. J'avais à ma grande surprise, un certain talent, mais vraiment découvert une passion personnelle et qui en est devenue 7 ans plus tard une carrière internationale. J'ai eu la chance de peindre pour Michelle Obama, rencontrer Oprah et vivre des grands moments là, dans ma carrière. Et à travers tout ça, ben, j'ai développé des projets où j'offre des team building en entreprise. Je suis auteure d'un livre qui s'appelle La somme de mes rencontres. Donc, toutes des entreprises solopreneurs, mais dans l'entrepreneuriat avec de la collaboration. Et ça a été vraiment des pivots de passer de 150 employés à me retrouver seule dans la gestion et tout ça. Donc, ça a été vraiment des parcours très différents, très enrichissants. Et mon plus gros enjeu professionnel, ça a été vraiment les défis de santé, de pousser mon corps à bout. Donc, vraiment, là, dans la difficulté de mettre certaines limites, de penser qu'on est capable d'en prendre toujours plus dans le rôle de superwoman avec la cape de la maman, de la conjointe et finalement de la performance au travail. Fait que voici un peu mon histoire. Merci, Caroline. Merci beaucoup. Hélène, Amal. Amal, ton micro est fermé. Oui. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Amal Elbab. Je suis d'origine du Maroc, mais ça fait 21 ans que je suis au Québec. J'ai fait des études en administration. J'ai aussi fait une formation au début quand je suis arrivée au Québec. Ça s'appelle, c'était au Collège La Flèche. Ça s'appelle Une porte ouverte sur le tourisme. Fait que je voulais vraiment toucher à plein de domaines, tu sais, qui correspond, tu sais, au volet tourisme, restauration et tout. Fait que finalement, tu sais, après plusieurs années, mon choix a été pour faire rapporter un petit peu de la culture marocaine vers la Mauricie. Fait que fait que j'ai ouvert un bar à couscous juste avant la pandémie. Mais c'était les gens qui nous ont connus, tu sais, ça a fait qu'on a continué par après. Fait que jusqu'à maintenant, tu sais, on a tu sais, de bons résultats avec nos clients et tout ça, mais ça reste toujours, comme Madame a dit, on porte toujours la cape de Superwoman, fait qu'on veut faire plein de choses, on veut s'assurer de plein de choses. Puis, des fois, c'est un enjeu sur notre santé, là, mais tu sais, on essaye de vraiment faire avec les moyens qu'on peut. Surtout quand on commence seul, sans aucun aide, ni au niveau tu sais, du gouvernement, ni au niveau, parce que le gouvernement, même durant la pandémie, ils ont décidé d'aider les gens qui ont 2 ans d'historique, mais ceux qui viennent de commencer, tu sais, on n'avait pas d'aide, mais une chance parce que les gens qui ont pris ça, l'aide du gouvernement, puis après, ils ont été serrés dans leur budget, fait qu'il y en a qui ont fermé, tu sais, avec les statistiques de Monsieur Saint-Jean, on voyait comme quoi fait que c'est ça, fait que j'essaie vraiment, tu sais,
continuer avec le bar à couscous. Ça va pas se terminer. Tu sais, moi, je suis du genre, quand on commence quelque chose, il faut la terminer. Il faut passer à plusieurs autres choses. Tu sais, c'est sûr que j'ai de la motivation pour d'autres projets ou bien pour agrandir, tu sais, tu sais, le projet que j'ai commencé. Mais, tu sais, ça reste toujours, des fois, c'est les moyens. Est-ce qu'on va avoir des investisseurs par après? On ne sait pas, mais tu sais, c'est toujours les moyens financiers qui vont nous aider à aller au-delà avec nos ambitions. Parce que oui, l'ambition est là, mais si on n'a pas les moyens, tu sais, on reste toujours un petit peu restreint avec ça, mais on essaie de garder la continuité au niveau. Il faut jamais se dire comme quoi il faut arrêter l'activité, il faut vraiment continuer, sauf si on a des enjeux de santé ou quoi que ce soit. Là, on n'a pas si on n'a pas le choix. Merci, Amal. Merci beaucoup. Hélène? Oui, allô, moi c'est Hélène Sarah. Je suis cofondatrice de J-Photonics, une entreprise technologique. Je vais le résumer ce qu'on fait juste pour donner un sens de scale. On a créé un microscope qui permet de voir à travers un matériel qui est opaque et qui s'appelle le silicium en fait et qui est nécessaire pour faire fonctionner nos appareils chéris électroniques et intelligents. Euh, Dans le fond, cette entreprise-là est encore assez jeune pour une entreprise technologique. Je suis vraiment rentrée plus à temps plein dans le projet en novembre dernier, ça va faire un an. Mais ce n'est pas ma première entreprise, c'est ma deuxième. Avant ça, j'ai fait de la consultation, de la formation et des conférences en mathématiques de gestion, donc pour aider les gens et surtout les entrepreneurs, surtout les travailleurs autonomes, en fait, à se réconcilier un peu avec leurs chiffres puis à voir comment ils peuvent atteindre une meilleure qualité de vie en calculant, même si ça a l'air d'être deux thèmes complètement à l'opposé. L'un et l'autre sont très complémentaires. Puis, justement, je pense que ça illustre bien les défis que moi, j'ai vécu en tant qu'entrepreneur. Je suis mère de deux jeunes enfants de 2 et 4 ans. La conciliation, la charge mentale, être capable de faire fonctionner une entreprise, même quand ton cerveau est dans la brume complète, mesdames, si vous avez enfanté, vous savez de quoi je parle. Tu sais, honnêtement, c'est tellement un gros défi d'être capable de rester une personne, de rester une entrepreneur et d'être une mère en même temps. Puis, tu sais, je parle pas de juste comme notre volonté à être les deux, mais physiquement, que notre corps nous permette d'être les deux. Je trouve que c'est un défi qui est immense. Fait que c'est ça, de faire tenir tout ça ensemble, c'est un bon défi. Merci, Hélène. Merci beaucoup. Donc, vous avez déjà présenté même les défis, donc sans vous rendre compte, quand vous parlez de l'entrepreneuriat, directement, on parle aussi des défis. Merci beaucoup. Donc là, on passe, et je vois Mélanie, donc elle confirme. Donc là, Mélanie, je vais aller avec toi directement. Là, j'ai dit, je ne vais pas pointer, mais pour les résultats, je vais commencer avec toi, si tu me permets de tutoyer. Donc, les résultats soulèvent des points très importants sur l'entrepreneuriat féminin, comme vous venez de voir. J'aimerais maintenant explorer vos avis, donc, chers panélistes et Mélanie aussi, en les confrontant à vos expériences en tant qu'entrepreneur, en tant qu'actrice de l'écosystème. Vos perspectives, c'est sûr, donc, nous permettront certainement d'enrichir notre compréhension de ces données. Commençons, comme j'ai dit à Mélanie, par un constat de l'intention et l'action. Donc moi-même, je suis chercheuse, j'ai travaillé aussi sur l'intention et l'action. L'intention entrepreneuriale, c'est la volonté, c'est de vouloir entreprendre. Donc c'est un prédicteur selon la recherche et même les données le confirment. Donc très important. Et nous observons malheureusement, donc, que Marc-Étienne vient de présenter, les intentions d'entreprendre s'est réduit à environ 4%. Mais il existe toujours un grand écart dans l'activité réelle, 10,5% pour les femmes contre 19,1% pour les hommes. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un écart, même si peu importe le genre, donc c'est toujours il y a un écart entre l'intention et l'action, peut-être à cause des moyens, comme elle a dit Amal, mais pourquoi, comment vous expliquez, et je commence comme j'ai dit avec Mélanie, comment vous expliquez cet écart, Mélanie, donc que les femmes
donc passent moins à l'action que les hommes. Et si vous avez des solutions, donc avec Evol à aplatir donc cet écart ou autre donc solution. Et après, je passerai la parole, bien sûr, à nos entrepreneurs. Ah ben, ça me fait plaisir. J'ai pas la science infuse, mais naturellement, Evol, l'ancêtre, en fait, Femme et Sœur, qui était l'ancêtre de Evol, on est à travers le Québec depuis bientôt 30 ans, l'an prochain. Donc, c'est sûr qu'on a vu une croissance au niveau de l'entrepreneuriat féminin, mais lorsque je regardais les résultats tout à l'heure, on voyait vraiment une baisse assez forte en 2020, entre autres, pendant la pandémie. On ne se le cachera pas, il y a quand même encore beaucoup de femmes qui sont dans le domaine du commerce et services, donc des secteurs d'activité qui ont été très précaires durant la pandémie. Donc, j'ai vraiment confiance que, en fait, j'ai ma perception, puis je pense que c'est la même chez l'ensemble de mes collègues qui accompagnent les entrepreneurs au Québec chez Evol. Les femmes ont voulu chercher une sécurité d'emploi. On le voyait, elles sont un petit peu plus insécures dans les statistiques de dire je vais me lancer en affaires. Puis la pandémie a fait que les gens, il y avait quand même encore une grande place. On entendait beaucoup parler de la pénurie de main-d'œuvre aussi, un mot qui est quand même encore à mode, mais de moins en moins. On a eu une grosse vague de pénurie de main-d'œuvre. Donc, les femmes, selon moi, ont vraiment voulu sécuriser leur famille, sécuriser leur bien-être. Et puis, mais j'ai vraiment espoir dans les prochaines années avec le resserrement des offres d'emploi qu'il y a actuellement, qu'on va revoir une reprise de l'entrepreneuriat féminin à travers le Québec, du moins. C'est sûr qu'il faut lui donner confiance en elle. On le voyait dans le rapport aussi. Les femmes ont le syndrome de l'imposteur, qu'ils soient entrepreneurs, qui veulent devenir gestionnaires, on ne se sent jamais assez compétente pour atteindre un poste de direction ou un poste d'entrepreneur. Et ça fait partie chez nous, chez Evol, de l'accompagnement qu'on souhaite faire à nos entrepreneurs dans leur empowerment féminin, la prise en charge, le courage managérial, puis les emmener à avoir tout le potentiel qu'elles ont, mais de respecter leur rythme de croisière aussi dans les phases de développement. On parle souvent de femmes entrepreneurs à femmes d'affaires. Juste ça, juste le mot, c'est un cheminement auquel il faut les accompagner dans cette prise de posture-là également. Puis, un peu comme vous le disiez aussi dans le rapport, puis je vais laisser les entrepreneurs parler aussi de votre propre expérience, mais il y a vraiment, on parlait de modèles entrepreneurial dans les types de solutions, mais je pense qu'il faut créer des modèles entrepreneuriales, mais pas juste nos élites au Québec. Il faut être en mesure de créer de tout type d'entreprise. Le solopreneur est aussi important. Le flexipreneur, on entend ça aussi, le travail hybride qu'on a vu aussi. Donc, il faut valoriser tout type d'entrepreneuriat pour vraiment créer des modèles de toute forme pour que chaque femme, chaque jeune fille qui est à l'école s'associe à un modèle auquel elle souhaite ressembler. C'est très bien dit, Mélanie. Merci beaucoup. Et j'ajoute l'entrepreneuriat. Moi, je travaille sur l'entrepreneuriat et je dis aussi à nos étudiants et tout, il faut entreprendre. On peut commencer avec un peu. Donc, merci beaucoup. Caroline, Hélène, Amal, vous pouvez donc, échanger et ajouter à Mélanie votre avis par rapport à l'écart et pourquoi les femmes sont moins habiles peut-être. Ils ont la volonté est là, mais le passage à l'acte est moins actif. Bien, moi, j'ai le goût de partir un peu dans tous les sens, en ce sens que on parle de posture, hein, Mélanie, tu as fait la mention. Il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase dernièrement, puis je la trouve belle. Elle me disait, elle dit, Caroline, elle dit, on ne manque pas d'estime de soi ou de confiance en soi, on surestime les autres. Puis ça, je trouvais ça bien intéressant, cette posture-là, parce qu'on a tout en nous pour atteindre les grands objectifs. On a certaines limites, hein, puis notre défi, probablement, en tout cas, je parle en mon nom, c'est notre syndrome de performance. Notre syndrome où on va être à la hauteur, mais à la hauteur dans toutes les sphères de notre vie. Donc, dans la posture de la charge mentale de la famille, tout dépendant de comment est-ce qu'on est entouré. Fait que moi, je pense que la capacité à entreprendre vient beaucoup aussi de l'entourage et de la structure sur laquelle la femme qui veut entreprendre peut définitivement prendre son envol.
hein, parce que lorsque les fondations sont solides, qu'elle a un conjoint qui prend en charge certaines tâches, qui prend en charge, qui l'encourage dans son désir entrepreneurial et qui accepte les risques, parce qu'être entrepreneur, c'est de prendre des risques, c'est prendre des risques au niveau financier, au niveau de la santé, mais c'est aussi d'avoir moins de temps pour faire des choses qui sont importantes, qui touchent la famille, qui touchent les enfants, qui touchent le couple, parce que ça implique d'avoir certains sacrifices. Fait que le désir entrepreneurial, c'est très glamour encore aujourd'hui de dire je suis entrepreneur parce qu'on est tous en quête de liberté. Par contre, être entrepreneur, c'est pas nécessairement juste être libre parce qu'on peut se construire une prison bien dorée autour de soi puis avoir l'impression d'être pris dans cette prison-là. Donc, de trouver cette, puis j'aime pas le mot équilibre, mais cette harmonie-là, hein, d'accepter qu'on peut pas être parfait dans tous les rôles, d'accepter que ça se pourrait, ben, d'apprendre à déléguer, d'apprendre à mettre ses limites, d'apprendre à dire non, puis d'apprendre à se respecter dans le chemin, parce qu'on a tous un chemin. Fait que moi, en tout cas, je pars un peu dans tous les sens, mais je pense que tout est possible. Puis il faut être capable de mettre en place et d'accepter que ça va être imparfait dans le processus, puis que les choses, on va apprendre on va apprendre dans le chemin. Là. La prochaine pierre, des fois, on ne la connaît pas, mais aussitôt qu'on est dans le mouvement de faire un pas, ben, la suite va se placer, les relations, les rencontres. Merci, Caroline. Merci. C'est très bien dit. Parfois, c'est pas des choses négatives qui nous empêchent de passer à l'action. Parfois, la performance et la surperfectionnement, si je peux le dire comme ça. Donc, Marc Étienne, n'hésitez pas aussi à d'échanger. Je m'excuse, je suis foncée avec les femmes, mais Moi, de- n'hésite pas. Depuis tantôt, je cherche le pouce ou le cœur, mais dans la formule webinaire, c'est pas là. On va le faire. Je vais faire ça. Bon commentaire. Ah oui. Moi, je suis en train de répondre aux questions dans le chat et tout ça. Donc, je suis occupé à remplir, à répondre à ces questions-là. Désolé. Merci, Marc. Merci beaucoup. Donc, Hélène, Amal, avez-vous des choses à ajouter par rapport, est-ce que avez-vous comme une période, par exemple, par rapport à votre intention, comme vous avez créé, par exemple, l'Amal en 2019, mais est-ce que c'était en 2016, il y avait beaucoup d'écart entre ta volonté et la création, ou c'est vraiment dès que tu as dit, je le veux, tu l'as fait, et Non. Hélène aussi, non? Moi, c'est vraiment, tu sais, depuis que je suis arrivée, tu sais, que je voulais faire de quoi, tu sais, j'ai essayé de trouver la voie parce que on peut pas juste arriver et dire, on va ouvrir un commerce ou bien on va partir en affaires du jour au lendemain. Il faut vraiment savoir que c'est un enjeu très important, comme Madame Caroline a dit. Il faut toujours il faut déléguer, il faut savoir déléguer parce qu'à un moment donné, on peut pas rester là du matin au soir. Tu peux pas être là. Avant, moi, mes attentes envers les autres, c'était à 100%, mais j'ai diminué mes attentes, tu sais, à fur et à mesure des années, à fur et à mesure, tu sais, que moi, je pourrais pas être là tout le temps pour pouvoir, tu sais, avoir le 100%. Fait que, tu sais, si moi, j'ai juste 80% tu sais, de mes attentes qui est accompli par rapport aux gens qui travaillent avec moi, ben, c'est déjà là. Et aussi, tu sais, quand on veut commencer, c'est sûr qu'il faut savoir que euh, moi, d'après mon expérience, euh, il faut comprendre comme quoi il faut avoir les compétences de gérer le tout si jamais personne n'est là. Là, ça, je l'ai compris avec la pandémie parce que des fois, ou bien avec la pénurie des employés. Parce que si quelqu'un t'appelle puis te dit qu'il ne va pas rentrer, ben, il faut que tu aies un plan B. Puis si tu n'as pas de plan B, ben, toi, tu fais, mais il faut que tu mettes ton tablier puis il faut que tu sois là. Parce que et il faut pas, parce que j'ai vu des fois des restaurants, des choses comme ça, puis ça me faisait mal au cœur un petit peu là, tu sais, de voir fermer par manque d'employés ou bien fermer pour ci, pour ça. C'est sûr que si on n'a pas le choix, tu sais, ça reste toujours une option, mais ça crée comme, tu sais, chez les clients, ça crée, tu sais, un éloignement. Fait que, tu sais, pourquoi arriver à cet éloignement-là? Si on peut, par exemple, tu sais, être capable de surmonter ces épreuves-là. Ça reste toujours que c'est des défis à travers les années, mais il faut savoir s'adapter.
Moi, ce que j'ai compris, oui, il faut avoir le courage d'aller en partenariat et de sortir de sa zone de confort. Oui, on a un emploi, on est confortable. Ça ne veut pas dire quand on va aller en entrepreneuriat qu'on va avoir tout le temps pour nous. Peut-être ça viendra après. Mais durant les 5 ou bien les 6 premières années, c'est du travail, tu sais, je dirais pas à temps plein, là, mais tu sais, plus que temps plein. Parce qu'on travaille plus que temps plein. Tu sais, c'est sûr pour les premières années, mais ça pourrait apporter un certain confort par après. Mais il faut toujours savoir comme quoi c'est le début qui est difficile, mais si on peut, euh, c'est le début qui va nous apprendre à faire, tu sais, à avoir tu sais, mes mots me manquent là, tu sais, Sacrifice? c'est ça, ben, c'est, c'est parce qu'il faut savoir déléguer, mais il faut savoir aussi inventer des processus. C'est ça. Un processus qui va nous permettre tu sais, de pouvoir déléguer, pouvoir gérer, même si on n'est pas là. Puis si on n'a pas ce processus-là, puis oui, on n'apprend pas avec les années ou bien avec tu sais, les expériences qu'on a dans ce commerce-là à chaque jour, à se créer des processus de réussite, on ne pourra pas réussir. Merci, Amal. Merci beaucoup. Et on a beaucoup de commentaires donc, pour l'authenticité et tout de vos interventions qui les participants adorent beaucoup. Aiment vos, vos partages. Hélène, c'est juste avant de passer à l'autre question, si tu Oui, en as, mais moi, je sais que c'est un an, c'est votre anniversaire. Joyeux oui, anniversaire pour ton implication à temps plein. Mais peut-être pourquoi de ne pas être à temps plein donc, depuis ben, longtemps, c'est juste un an. en fait, j'étais déjà entrepreneur dans mon autre entreprise, mais tu sais, peut-être pour revenir plus à la question de pourquoi il y a un gap entre intention puis se partir. Tu sais, moi, je sais que, puis tu sais, je sais qu'en ce sens, je suis peut-être différente tu sais, d'un certain mouvement. Moi, je crois beaucoup en mes capacités. Je suis vraiment comme, garde, moi, juste y aller, puis je vais développer mes compétences, puis advienne que pourra, tu sais. Mais je sais que, tu sais, pour côtoyer beaucoup, beaucoup de femmes, il y en a beaucoup qui ont besoin de se sentir surpréparées. Ah, ben, j'ai telle formation à faire. Ah, ben là, mes chiffres sont pas encore parfaits. Puis, tu sais, genre, c'est super important de se préparer. Tu sais, Amal l'a dit, tu peux pas juste te lancer sur un coup de tête. Faut que tu sois préparé. Mais il y a l'effet inverse aussi que je vois beaucoup de femmes qui sont tellement incertaines de leur propre capacité à mener un projet qu'elles vont se remettre en doute jusqu'à temps qu'elles aient passé 1 an, 2 ans à se former sans jamais avoir passé à l'action. Tu sais, il y a se préparer et se former est trop, tu sais. Fait que je pense qu'en fait, il y a tu sais, puis prendre le risque, ça fait vraiment peur. Puis, en effet, c'est quelque chose qui a été mentionné, le travailleur autonome et le flexipreneur sont des modèles qui ne sont pas valorisés. Puis, tu sais, je sais qu'on est peut-être un petit peu plus entouré de gens du gouvernement en ce moment, mais pour avoir déjà entendu certaines personnes de l'écosystème parler, il y a beaucoup de commentaires péjoratifs sur ces modèles d'entrepreneuriat. Ça m'a choqué plusieurs fois dans certaines discussions. Puis je pense que pour les femmes, encourager ces modèles-là en premier peut permettre en fait de former une future entrepreneur de plus grosses compagnies. Les femmes ont besoin d'y aller pas à pas. Mais pourquoi ne pas commencer par un emploi, par un entrepreneur à temps partiel? Pourquoi ne pas commencer par justement un travail autonome? Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé en étant travailleur autonome. J'ai ensuite incorporé ma compagnie. J'ai eu des employés. Je démarre une deuxième entreprise incorporée. Mais ce passage-là de y aller petit à petit, mais pourquoi pas? Tu sais, puis c'est ça, comme je dis, j'ai plusieurs femmes dans mon entourage et je sais très bien que c'est l'approche que ça leur prend, mais alors donc, valorisons ces modèles-là d'entrepreneuriat pour leur permettre de se découvrir, d'apprendre à apprécier ce risque-là et d'apprendre à reconnaître leurs compétences. Fait que c'est peut-être, à mon avis, une partie de la solution. Ben déjà, ne pas dévaloriser les travailleurs autonomes, c'est très important. Mais bon, C'est euh, un autre sujet. c'est mon point de vue sur la question. Merci Hélène, tu m'as emmené avec le dernier mot de compétence à l'autre question, mais aussi tu m'as fait penser juste entre parenthèses lors d'une formation aux étudiants de l'intention action. J'ai eu une question d'une étudiante. Est-ce qu'il y a une période, est-ce qu'il y a, c'est comme ils veulent toujours les étudiants, est-ce que 6 mois entre intention dès que je pense et tout?
Et comme tu l'as dit, parfois c'est trop réfléchi aussi, c'est pas bon. C'est ce que j'ai répondu. Honnêtement, j'avais pas de réponse. S'il y a une période précise, c'est pas des sciences exactes. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage et tes conseils à nos futurs entrepreneurs. Donc, maintenant, allons directement, Hélène, comme tu as dit, les compétences. Donc, un autre paradoxe Mais présenté par nos collègues. Oui, si tu me tiens. permets de rebondir, Ramon, je veux juste Oui. Non, je te rebondir sur permets ce pas. qu'Hélène. Oui. Je veux rebondir sur le commentaire d'Hélène Sarah en particulier. Je voyais dans le chat Sylvie Lavergne de la SADC de Shawinigan qui a réagi. Je voulais en particulier souligner que la SADC de Shawinigan, avec quelques autres SADC, se sont lancés justement dans un programme spécial pour flexipreneurs, pour femmes entrepreneurs en particulier, parce qu'effectivement, ils ont identifié depuis quelques années là, qu'il y avait une espèce de trou là, dans l'offre parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui démarrent de cette manière-là et probablement davantage de femmes un peu pour se lancer, tester leurs compétences, se donner un peu la confiance qu'elles sont suffisamment capables de démarrer. Puis après ça, ben, de fil en aiguille, donc elles s'engagent de plus en plus dans des projets entrepreneuriaux, soit le projet initial ou même dans d'autres projets entrepreneuriaux. Fait que le programme qu'ils mettent en place, justement, c'est pour appuyer les flexipreneurs là, ou les entrepreneurs hybrides, comme on les appelle de notre côté. Mais c'est ça pour justement les amener à s'engager davantage, puis à s'autoriser donc à devenir entrepreneurs. Puis je trouvais ça super intéressant aussi, tout le commentaire par rapport à la formation. Je vais faire une petite anecdote là-dessus, puis je vais repasser la parole à quiconque voudra réagir. Mais on a fait une étude il y a quelques années sur la formation lancement d'une entreprise, qui est une formation assez populaire au Québec là, pour amener les gens à démarrer. La plupart des gens qui suivent la formation sont justement dans une période de démarrage de leur entreprise, puis ils veulent acquérir des compétences. Puis ce qui était quand même assez fascinant, c'est qu'on voulait voir dans quelle mesure les gens avaient confiance en leurs moyens, puis comment ça avait évolué après la formation. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que les hommes et les femmes, avant la formation, les hommes avaient beaucoup confiance en leurs moyens, les femmes beaucoup moins confiance en leurs moyens. Puis après la formation, évidemment, la confiance des femmes a beaucoup augmenté, mais celle des hommes a diminué. Parce que j'ai l'impression qu'au travers de la formation, ils ont comme réalisé que c'était pas si facile de démarrer une entreprise. Puis les femmes se sont dit, ben coudonc, dans le fond, j'ai les compétences pour le faire. Et donc, ça a vraiment eu un effet complètement inverse. Si on est un homme ou si on est une femme, de suivre cette formation-là. Fait que j'ai trouvé ça vraiment excellent. On l'a publié, ça fait quelques mois déjà, mais je trouvais que c'était peut-être pour rebondir sur l'idée, tu sais, que les femmes se font peut-être pas assez confiance, mais que dans le fond, elles sont compétentes puis elles devraient se faire confiance. Les hommes, des fois, c'est peut-être de la surconfiance qu'ils ont, puis face à cette surconfiance-là, les femmes les regardent et se disent, ben, je suis peut-être pas capable, dans le fond, par rapport à eux qui affichent une confiance peut-être un peu plus importante. Puis je rebondis sur le commentaire de Caroline au départ à cet égard-là. Fait que, ouais. Merci, Étienne. Merci. Et nous avons aussi avec le GEM cette année le même constat aussi par rapport à la perception des compétences. Donc, ce qui m'amène à vous redire quand même un peu, vous rappeler ce résultat. Donc, les femmes au Québec considèrent l'entrepreneuriat comme un bon choix de carrière, avec un score presque identique à celui des hommes. Pourtant, elles s'estiment moins compétentes avec un écart de près de 10%. Donc, comment expliquez-vous donc ce paradoxe? Vous avez déjà, et même Étienne vient de l'introduire d'un point de vue scientifique, mais selon vous, pourquoi les femmes se perçoivent moins compétentes au niveau entrepreneurial? Oui, Caroline. Euh, ben, j'ai le goût de dire, est-ce qu'on se sent moins compétente? Je pense que c'est tous les risques qui viennent avec, des fois, qui peut faire peur. Puis, je pense aussi, c'est pas tant les connaissances sur nos compétences ou le secteur d'activité dans lequel on veut développer quelque chose, c'est peut-être aussi l'accès à certaines informations. On a souvent, peut-être qu'on est influençable par rapport à tout ce qu'on entend dire que c'est quelque chose qui est difficile, l'entrepreneuriat, mais je pense que si c'était facile, tout le monde le ferait. Puis, à quelque part, ben, qu'est-ce qui fait qu'on a cette résilience-là, ce courage entrepreneurial? Ben, c'est
peut-être d'être capable d'aller vraiment poser le miroir sur soi, regarder à savoir qu'est-ce qui nous anime, de s'assurer que notre why, hein, la raison d'être, pourquoi je me lève le matin, pourquoi je fais ce que je fais, c'est quoi ma motivation profonde, qu'est-ce qui me nourrit comme humaine, de quelle façon j'ai le goût de contribuer. Puis je sais que l'entrepreneuriat est beaucoup dans cet état d'esprit-là, justement, dans le désir de contribuer. Puis une des façons pour contrer peut-être ce manque-là de passage à l'action, bien, il y a quelqu'un dans les questions qui posait la question, tu sais, à savoir comment est-ce qu'on gère l'accompagnement dans ce processus-là. On parle de mentorat, on parle de coaching. Il y a une différence entre les deux. Le mentorat, je suis mentor dans le réseau Sage Mentorat du Québec et le mentorat, c'est réellement d'amener l'entrepreneur, oui, dans sa posture d'entrepreneur, mais beaucoup humaine derrière l'entrepreneur, que l'entrepreneur soit bien pour être bon dans son entreprise déjà. Mais au-delà de ça, c'est d'être capable de l'amener à réfléchir. Donc, un mentor va poser des questions, ne donnera pas la réponse. En coaching, là, on est vraiment dans un programme d'accompagnement où là, il peut y avoir des échanges d'idées, des brainstorming, où là, c'est un peu comme le cheerleader sur le côté du terrain qui va dire let's go, t'es capable, puis qui va l'encourager, qui va faire les suivis. Puis le fait d'être accompagné dans le processus, puis Evol est un excellent moteur justement d'accompagnement, puis d'une bulle de ressources finalement pour l'entrepreneur parce que on m'a toujours dit, Caroline, quand tu es une entrepreneur dans des grandes organisations, you are lonely at the top. Tu sais, il y a bien des choses que tu gères avec d'autres entrepreneurs. C'est ce qui a fait que je suis allée à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Je voulais rencontrer d'autres extraterrestres comme moi. Je ne pouvais pas me retourner vers mes employés puis exhiber des fois la nature de mes peurs, de mes croyances, de mes blocages. Fait que j'allais vers d'autres entrepreneurs qui avaient des réalités similaires, peu importe ce qu'on vend. Mais l'accompagnement, je sais que c'est une des clés chez les femmes pour être capable finalement d'aller chercher ce soutien-là. Merci, Caroline. Merci, j'ai beaucoup aimé. Bien pour être bon. Merci. Très bien dit. Mélanie, tu voulais réagir? Oui, bien, je voulais rebondir parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, Caroline. Puis même tantôt, tu le disais d'entrée de jeu, de savoir s'entourer, tu sais, l'écosystème qui gravite autour de l'entrepreneur, le mari, la famille, bon, l'expérience autour, mais aussi, souvent, un entrepreneur qui ne s'est jamais lancé en affaires n'aura pas le réflexe nécessairement de s'entourer de partenaires financiers. Il va avoir un projet, il va avoir besoin d'un montant d'argent, c'est sa première expérience, donc il va souvent, bon, OK, j'ai l'argent, je m'en vais là, mais il oublie que c'est un partenariat. Ton partenaire d'affaires, là, il est là pour t'accompagner dans le projet de ton entreprise aussi. Il n'est pas là pour prendre juste toutes les garanties possibles pour protéger son investissement. Fait que c'est vraiment important. Il y a plusieurs, tu l'as souligné, il y a le réseau mentorat, tantôt la dame de la SADC qui parlait. Il y a plusieurs organismes de développement économique qui œuvrent au Québec, qui ont leur secteur, qui ont leur niche, mais plus l'entrepreneur va s'entourer, oui, de leur réseau privé, mais au niveau affaires, qui ne travaillent pas juste avec une personne, mais avec 2, 3 partenaires avec qui ils vont pouvoir évoluer dans leur entreprise, ça fait toute la différence. L'accompagnement vient jouer un rôle clé, l'écosystème supporte l'entrepreneur dans les bons moments, mais dans les moins bons moments aussi. Fait que quand vous avez 2, 3 partenaires financiers qui sont dans votre projet, qui vous accompagnent, bien, ils sont là pour les bons coups, puis les moins bons coups. Merci, Mélanie. Ça rejoint aussi l'auto-efficacité entrepreneuriale, c'est la confiance en nos capacités. Donc, même si on ne perçoit pas qu'on a les compétences, mais juste un peu de confiance selon nos recherches, Étienne et Marc. Donc, ça confirme que ça a un impact sur le passage à l'acte et sur l'entrepreneuriat. Amal, Hélène, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux compétences, Hélène, je sais que tu l'as, mais si je peux passer aussi à l'autre question. Amal, oui. Ben, juste pour dire comme quoi, oui, les femmes, ils ont les compétences nécessaires, mais la crainte au début, tu sais, qui va naître, c'est par rapport aux engagements qu'ils ont. Parce que si les engagements envers sa famille, envers, tu sais, si jamais il a une formation à faire ou quoi que ce soit, fait que c'est tous des engagements qui vont venir, tu sais, être à côté de l'engagement entrepreneurial. Et l'engagement entrepreneurial,
prend une place très importante à ce niveau-là. Fait que c'est là que la crainte vient. Est-ce que je vais être compétente ou pas compétente? Mais c'est toujours, comme je dis, il faut s'adapter. Si on n'a pas une capacité d'adaptation avec n'importe quelle situation, parce que on peut, tu sais, même si elle prévoit, par exemple, on peut prévoir comme quoi, ben, je peux aller en entrepreneuriat, fait que si je peux gérer ma famille telle que, je peux gérer, tu sais, mes obligations comme ça, mais des fois, il y a des choses, des enjeux qui viennent, tu sais, se rajouter. Je donne un bon exemple, la pandémie, quand c'est s'est rajouté, tu sais, on a dû s'adapter tu sais, à 100% avec toutes les situations possibles. Fait que c'est toujours, il faut avoir une capacité d'adaptation et enlever, oui, c'est sûr qu'il y a toujours un stress quand on va dans l'entrepreneuriat, mais il faut le rendre un stress positif, un stress motivant, pas juste un stress qui va nous amener, tu sais, à des choses négatives au niveau de soit notre vie mentale ou bien notre vie sociale ou quoi que ce soit. Merci beaucoup, Amal. Merci. Ça nous emmène, tu as dit le positif, donc ça m'emmène à mon dernier constat, à notre dernier constat positif, donc encourageant, qui porte sur la pérennité et la résilience des femmes. Donc le résultat montre que les femmes, bien soient moins nombreuses dans l'entrepreneuriat établi, c'est-à-dire plus de 42 mois d'activité, elles font nettement moins de sorties entrepreneuriales que les hommes. Donc, 6% de sorties entrepreneuriales pour les femmes contre 12% pour les hommes. Donc, en tant qu'entrepreneur, comment expliquez-vous cette plus grande pérennité, si on peut la définir comme pérennité, donc d'une façon un peu subjective, donc des entrepreneurs dirigés par les femmes. Et c'est notre dernier constat avant de passer à une petite période de questions. Hélène, si tu veux commencer et Oui, même lier je avec peux y les aller. compétences. Ben, je Oui, pense que c'est très cohérent avec ce qu'on vient de dire, en fait. Parce que si les femmes attendent d'être prêtes de chez prêtes pour se lancer, c'est qu'elles se lancent en toute connaissance de cause et corps et âme dans l'exercice. Puis, tu sais, ça m'étonne pas, en fait, que vous ayez eu ces résultats-là, puis c'est super cohérent avec, tu sais, plein d'autres études sur le sujet. Tu sais, juste dans le monde des startups puis les entreprises qui ont reçu, bénéficié de financement, les entreprises féminines sont plus pérennes que les entreprises masculines. Fait qu'il y a quelque chose dans le je comprends dans quoi je m'embarque, je pense, qui est typiquement féminin. Puis, tu sais, c'est dommage, en fait, que ça leur prenne plus de temps à se lancer, mais c'est beau de savoir que ça l'est, là. C'est la chose une fois qu'elles sont dedans. Ben, statistiquement parlant, en moyenne. oui, c'est pour ça que je l'ai dit de façon subjective, parce que quand même, on est C'est ça. biaisé un peu, mais oui. Ouais, c'est ça. Merci, Hélène. Mais c'est surtout, excusez-moi, mais c'est surtout pour les femmes, c'est que ils veulent encadrer, c'est leur capacité d'encadrement, je pense, qui va aller tu sais, les amener à rester dans l'entrepreneuriat, puis à pouvoir réussir, tu sais, leurs objectifs. Parce que c'est la capacité d'encadrement aussi. Puis ça, on l'apprend en étant maman surtout, là, tu sais. Fait que on apprend à encadrer, tu sais, les enfants ou bien, tu sais, la famille, vouloir que tout le monde réussisse. Fait que moi, je pense que c'est de là vient cette capacité-là. Et l'encadrement, c'est une chose très importante pour pouvoir, tu sais, passer à travers tous les enjeux externes. Oui, et Hélène Rebond, elle dit encadrer le chaos. Oui, Oui, ça. Caroline. Puis, j'ai le goût de faire du pouce aussi sur certains traits qui sont plus typiquement féminins, puis certains traits qui sont plus typiquement masculins. Puis, je sais que la femme, au niveau de l'intelligence émotionnelle, au niveau de la capacité de résilience, la capacité à rebondir, la capacité dans l'ouverture, fait peut-être que notre posture, justement, d'adaptation nous permet, dans les grands moments de défi, peut-être de mieux réagir et de mettre en place des plans de gestion de crise ou de tous ces éléments-là dus peut-être à cette facilité-là. Puis, j'ai bien aimé ce qu'Hélène disait, c'est au niveau de la préparation. Ça prend tellement un certain temps avant de passer à l'action qu'une fois qu'on est dedans, ben, on se dit on est prêt, puis à ce moment-là, ben,
n'y a pas de plan B. Hein? On est dans le plan A, puis on va jusqu'au bout. Et on n'abandonne pas. Non. Mélanie? Ben, je rebondis à nouveau sur les trois panélistes en disant, puis c'est vrai, Hélène Sarah, tu le mentionnais tout à l'heure, on parlait de flexipreneur, on apprend, on prend notre expérience, mais les femmes qui osent se lancer en affaires, la majorité des femmes partent avec des plus petits projets que les hommes aussi. Fait que souvent, on va voir les institutions financières qui vont avoir les gros projets, c'est beau, mais parfois, c'est beaucoup plus à risque. C'est souvent les hommes qu'on voit dans ces projets-là. Mais on a besoin de la grosse entreprise du Québec, peut-être plus à risque, mais la petite entreprise que la femme démarre avec ses économies personnelles, puis qui chemine, puis qui suit son rythme, puis qui progresse pas à pas, bien, fait toute la différence au niveau de la pérennité aussi, parce qu'on ne met pas tout à risque. On est beaucoup plus agile à faire des mouvements quand on a une grosse dette parce qu'on a démarré une grosse entreprise. Donc, le pivot, l'agilité est beaucoup plus facile dans la petite, dans la micro-entreprise, de faire un virage à 360 degrés comme Caroline t'a fait. Je ne connais pas tout ton parcours, mais c'est des enjeux de santé. Oui, c'est une grosse entreprise. Je comprends que tu avais plusieurs entreprises, mais tu es entouré, tu as su faire le pivot. Bien, c'est ce qu'on voit. Puis d'ailleurs, on le regarde, nous, dans notre portefeuille financier. Là, comme je vous disais, ça fait tout près de 30 ans qu'on existe. Bien, notre taux de perte est très peu élevé dans les financements qu'on a parce que nos femmes sont fières. Les femmes qui se lancent en affaires ont une fierté que ça fonctionne, puis mettent tout en œuvre pour le succès de leur entreprise. On voit, c'est vraiment, c'est très notable là, par rapport à d'autres organisations au Québec. Le fait qu'on travaille avec cette clientèle-là, on le voit concrètement dans le taux d'engagement et la pérennité des entreprises. Merci, Mélanie. Caroline? Le micro est fermé. Je n'ai pas le goût de partir un débat, mais seulement dire est-ce que l'accès pour les grandes entreprises au financement est quelque chose qui est encore mitigé? Est-ce que, tu sais, un homme et une femme qui arrivent avec un projet similaire, est-ce que la banque va être plus encline à encourager l'investissement chez l'agente masculine versus l'agente féminine par rapport à la posture du rôle de la femme au sein de la famille, du conjoint et de ce multitâche-là versus l'homme qui encore, puis là on parle de l'éducation catholique des années 50-60 et de tout ce qu'on a reçu, mais encore aujourd'hui, moi j'entends des femmes qui me disent, Caroline, j'ai de la difficulté à aller chercher du financement. Donc, puis quand on parle de financement, là, je parle de grosses entreprises, là, des montants là, dans les 6-7 chiffres en montant. Là. C'est quelque chose que je donne. C'est que genre. Caroline? Oui. Ça a repris maintenant. Oui, Oh, ça a ça a repris découpé. maintenant. Je m'excuse, ça, oui. OK, parfait. Fait que, bref, en tout cas, je pose juste la question. Ce n'est pas un débat, je ne veux pas la réponse aujourd'hui, mais je ressens encore et j'entends encore que le financement féminin de haut niveau est quelque chose qui est difficile à atteindre. Mélanie? Mais l'avantage qu'on a pour peut-être te rassurer, Caroline, je pense que tu mets le doigt quand même sur un enjeu qui est encore présent. Par contre, l'avantage qu'on voit aujourd'hui dans les statistiques, là, il y a seulement tout près de 18 des femmes qui se lancent en affaires qui veulent être propriétaires à 100 de leur entreprise, versus autour de 36-37 pour des entrepreneurs qui vont partager le risque avec d'autres associés ou actionnaires dans leur entreprise. Fait que ça fait toute la différence maintenant quand les gens vont s'asseoir parce que tout ne repose pas juste sur une personne. Quand on partage le risque avec des associés, puis souvent, c'est ça que la femme veut. En fait, la femme veut se lancer en affaires parce que elle a une fierté de l'investissement qu'elle met dans une entreprise, mais elle ne tient pas à voir l'entreprise à tout prix à elle seule. Donc, en partageant le risque pour la grande entreprise, je pense que vous êtes de mieux en mieux reçus dans les grandes institutions financières qu'on connaît versus le passé. Mais j'avoue qu'il y a encore du chemin à faire pour en accompagner quelques-unes au quotidien. Merci, Mélanie.
Si vous me permettez, on a quelques questions. Je vais demander à Marc, Étienne, si on a précisément des questions ou des participants qui veulent parler de vive voix. Monsieur Claude Ananou, je pense s'il a une question. Oui, Monsieur Claude. Alors attendez, je ne pensais pas participer de vive voix ou quoi que ce soit. J'ai remarqué Vous savez, je suis un peu particulier dans le milieu de l'entrepreneuriat. Étienne me connaît depuis multes années, pour pas dire de plusieurs décennies. Euh, J'aurais deux, trois petites réflexions à vous dire. Je l'ai mentionné là, je crois, sur le chat. La notion de risque, c'est une fausse notion en entrepreneuriat. Par rapport à une même situation, au même moment, dans le même environnement, vous allez avoir deux personnes qui vont réagir différemment. C'est la notion, en fait, de sensibilité à la perte. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Mon temps, mon énergie, ma famille, euh, financièrement, mon estime de moi, ma notoriété, mes valeurs, il y a plein de choses qu'on peut perdre, d'accord, par rapport au gain. Et dans la même situation, vous allez avoir des personnes qui disent, moi, je suis prêt à perdre ça pour gagner ça. Il faut que le gain soit toujours supérieur naturellement à la perte qu'on pense au départ. Donc, ce n'est pas une question de risque, ce n'est pas des statistiques, ce n'est pas des assurances. Les assurances utilisent le mot risque. Oui, votre maison, elle a une chance sur 100 de brûler, et c'est pour ça que vous payez une prime. Puis l'assurance, elle dit, bon, on aura une perte dans l'année, il y a 100 personnes qui perdent des primes, on va être capable de faire un calcul là-dessus. Alors ça, c'est très important parce que je crois sincèrement, et ça c'est, je dirais, presque au temps des cavernes, la femme était là pour protéger la famille, protéger le site ou quoi. Donc c'est presque dans notre cerveau reptilien chez la femme, et malheureusement, je ne suis pas une femme, je ne peux pas vous en parler, mais on a cinq personnes là, qui sont des femmes qui doivent savoir. Effectivement, on s'aperçoit que la jante féminine, d'accord, quand il y a une notion de perte, elle va être plus prudente. Elle ne veut pas perdre ça. Combien j'ai vu de femmes qui m'ont dit, si j'avais su avant, j'aurais divorcé. Si j'avais su avant, j'aurais changé d'emploi. Si j'avais su, hein, parce qu'effectivement, la, cette notion-là de perte, c'est-à-dire la femme va, c'est mon point de vue, hein, je suis pas scientifique ce que je vous dis, mais d'après moi, les femmes vont mettre plus d'emphase et de focus sur la perte que sur le gain. Effectivement, ça fait un biais. Et donc, eh ben, on démarre plus doucement. On a fait des études là-dessus. Pourquoi les femmes démarrent des plus petites entreprises ou quoi que ce soit? Pas parce qu'elles ne peuvent pas en faire des plus grosses quoi, mais effectivement, la perte étant plus substantielle, ben, on va démarrer plus prudemment. D'accord? Peut-être, je ne sais plus dans votre étude, là, au niveau de l'hybride ou quoi, je ne sais pas si on retrouvait plus de femmes ou pas, hein. On va avoir une poire pour la soif ou quoi que ce soit. Ça, c'est un commentaire que je voulais vous faire. Sur l'aspect des compétences, je m'excuse, ça n'a rien à voir. Là, on est compétent une fois qu'on a réussi une chose. On n'est pas compétent avant de faire une chose. Je connais beaucoup d'entrepreneurs, d'accord, qui effectivement ne font pas, est-ce que je suis compétent, moi, en ressources humaines, en financement, en marketing, en finance, en logistique, en opération. On ne se pose pas ces questions quand on est entrepreneur, d'accord? Parce que sans ça, et c'est ça le malheur ceux qui me connaissent un peu, que je suis un petit peu contre le business plan, qui est en fait une analyse des fonctions de gestion d'une entreprise. Donc, quand vous montrez ça à des gens, ils disent, ah, moi, il va falloir que je sois super en ressources humaines, en financement, en opération, en vente, en marketing, en comptabilité. Ça me ferait peur, moi, j'arrête. Hein, j'arrêterai tout de suite. Et vous avez à peu près 80% des gens qui entreprennent dans la vie qui sont pas dans vos centres, je m'excuse Mélanie, qui vont pas dans vos centres Evol ou quoi, il y a 80% des gens qui démarrent sans soutien de soi-disant ces fameux soutiens pour avoir des compétences. Pourquoi je vous dis les compétences, c'est après, non pas avant? Parce que supposons que vous me dites, et on a ça avec, je me bats comme ça avec HEC, là, quand on dit les compétences qu'on va donner à nos étudiants. Bon, moi, j'ai trois étudiants dans ma classe qui ont eu A+. Théoriquement, j'ai dû les évaluer comme quoi compétents de faire quelque chose. Mais je ne mettrai pas ma main au feu, qui ne vont pas faire des erreurs dans la vie sur les compétences que soi-disant je leur avais enseignées. Donc la compétence, c'est après. Et c'est pour ça que je vous propose là, cette approche effectuelle plutôt que le business plan, le plan d'affaires. C'est, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh ben, c'est en entreprenant qu'on devient des entrepreneurs. D'accord. Et c'est pour ça que vous prenez certains entrepreneurs, ils vont dire, dès l'âge de 10 ans, de 12 ans, je faisais des petits. Alors, ils ont acquis pas une compétence, une expertise, une confiance en eux, qui va leur permettre de réussir des fois mieux que d'autres.
à cause de cette expérience, de cette expertise, de cette confiance en eux, de cet encadrement, de ce soutien familial ou autre, d'accord? Parce que si un entrepreneur était compétent, qu'on définirait comme compétent, voilà, il a les compétences pour être entrepreneur, ben, il n'y aurait plus de faillite, hein, il n'y aurait plus d'échec. Alors, je connais beaucoup d'entrepreneurs et j'ai eu une dizaine d'entreprises dans ma vie. Alors là, je ne sais pas si je suis un super compétent parce que j'ai jamais fait faillite ou j'ai toujours vendu mes entreprises à un bon prix dans le sens parce qu'elles marchaient bien. Mais je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu des échecs entrepreneuriat avant d'avoir eu des réussites ou après avoir eu des réussites. D'accord? Donc, c'est pas ils étaient compétents ou pas compétents pour être entrepreneur. Je ne sais pas, Hélène, si votre première entreprise s'est bien terminée ou quoi. Est-ce que aujourd'hui, et bien souvent, vous le savez, on va être peut-être un peu plus équipé parce qu'on a eu un super échec en avant et puis maintenant on sait le bon chemin à prendre et puis les erreurs à faire. Donc on est devenu peut-être pas compétent, mais on aura plus de chances peut-être de réussir, donc d'être compétent pour le futur, hein, avoir réussi parce qu'on a eu un échec. Alors je m'excuse, je Non, me suis merci coupé là, Claude, je c'est pensais très pas. intéressant. Bon, Merci. Vous voulez excusez-moi d'avoir réagir? pris un peu de temps, hein, mais Oui, Non, ça marche. Merci, Claude. Vous voulez réagir? On a également Audrey Dessureau qui Oui, avait bonjour. également une question. Je sais pas si on m'entend. Oui. oui, Ça marche? oui. OK. Donc, bonjour tout le monde. Il y a quelques personnes dans le panel que je connais. Bonjour à ces personnes-là. Bon se reconnaître. J'avais comme une question en deux volets, si on peut dire. J'ai besoin comme d'inspiration, de modèles entrepreneurial, si on peut dire, par rapport à l'adversité, tout ça. Dans le fond, moi, je m'intéresse à la neurodivergence. Et je voulais savoir, en fait, parmi les panélistes, si l'une d'entre vous était neurodivergente et, dans le fond, qu'est-ce qui avait fait, attendez un petit peu, une chose ou une personne qui a fait la différence, en fait, dans votre processus. Donc, tu sais, qui comblait un peu vos faiblesses, je mets entre guillemets, là. Puis, dans le fond, en ce sens-là, si vous êtes pas neurodivergente nécessairement, mais dans le fond, je suis curieuse de savoir aussi si vous aviez une personne à me dire qui a vraiment changé tout dans votre processus, qui a vraiment cru en vous, ce serait qui? Et quel contexte? Puis qu'est-ce qu'elle comblait comme besoin chez vous? C'est Audrey. S'il y a quelqu'un qui veut réagir, puis on va devoir arrêter après, ça tire à sa fin. Alors, je vous laisse réagir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Parfait. Écoutez, moi, j'ai écrit dans le livre ici L'entrepreneuriat rendez-vous, donc qui est un livre qui est sorti cette année avec Isabelle Naisen et Dominique Gagnon. Puis, on parle justement des défis de santé reliés justement. On parle de les gens neuroatypiques, euh, les gens qui sont soit des problèmes de santé mentale. Toujours, ça, je vois que mon signal varie. oui, c'est le Est-ce que réseau. je... Là, Ouais, c'est ça, je suis toujours là. Donc, oui. puis moi, dans mon cas, d'avoir été entourée dans mon cas, ça a été d'autres entrepreneurs avec l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis d'aller chercher aussi de l'aide personnelle, d'être capable de ventiler, gérer mes émotions et tout ça, désamorcer, relativiser, normaliser. C'est des choses que j'ai appris aussi. Donc, dans mon cas, ça a été avec un psychologue qui m'a aidé vraiment là, à m'aider à me gérer moi dans tous les défis que je traversais à différents moments. Puis, cette neuroatypicité, quand on est neuroatypique, systématiquement, on a des habiletés particulières où ça va très vite dans notre tête et autres, puis on a à ajuster tout ça, puis à s'entourer des gens qui ont des compétences qui sont différentes de nous, justement pour combler. Fait que de nommer une seule personne, des fois, ça peut être un associé, ça peut être un directeur général dans son entreprise, ça peut être un mentor, ça peut être un coach, ça peut être une personne qui s'implique dans l'entreprise justement au niveau de toute cette cohésion-là, puis de s'assurer. Mais oui, c'est important de se faire accompagner quand on sait qu'on a cette fragilité-là. Merci Caroline. Merci beaucoup.
euh, le webinaire touche à sa fin, mais je ne sais pas si vous avez, je ne veux pas Je vais vous dire priver de juste répondre. une dernière Oui, chose. oui, Amal. Moi, à travers mon expérience, c'était vraiment toujours, c'est le finance tu sais, qui était un enjeu pour moi, c'est les finances. Fait que moi, pour pouvoir aller chercher de l'argent, tu sais, un financement quelque part, puis j'ai les organismes, c'est sûr que moi, j'ai essayé d'avoir dans plusieurs organismes comment je peux avoir le financement. Fait que, tu sais, c'est un petit peu difficile, je trouve que, surtout quand c'est un domaine de restauration, vu que c'est un domaine qui est à risque. Fait que, tu sais, les organismes qui donnent les financements, c'est un petit peu difficile. Et je me suis, tu sais, à travers les portes que j'ai cognées, tu sais, les taux d'intérêt au niveau de ces organismes-là, malgré que c'est des organismes, tu sais, moi, pour moi, c'est Dieu, c'est le gouvernement, là, tu sais. Fait que, ils ont des taux supérieurs qu'un prêt personnel que j'ai pu avoir à la banque. Mais je trouvais ça un petit peu c'est pas cohérent là, parce que pour moi, des organismes qui vont aider, qui veulent aider des gens tu sais, pour aller dans l'entrepreneuriat puis qui partent tu sais, de zéro, là, les taux doivent être moindres que les banques pour des prêts personnels. C'est sûr que moi, j'ai eu des taux parce que j'avais un historique avec la banque. Tu sais, ma banque, c'était comme 15 ans que je faisais affaire avec eux. C'est sûr que j'ai un taux plus important que quelqu'un qui vient d'avoir juste une année, mais ça reste toujours que ça reste une difficulté. Tu sais, est-ce qu'on doit aller vers des taux avec des prêts personnels ou bien tu sais, avec des organismes? Je ne sais pas, est-ce que Madame Envol peut me dire, Madame la directrice d'Envol, est-ce qu'elle peut me dire, tu sais, par rapport au financement tu sais, qu'il donne tu sais, tu sais, aux entreprises, est-ce que les taux sont pareils comme ceux des prêts personnels à la banque ou pas? Mélanie, je Ce que vais te je laisser. m'engage, ouais, ce que je Mélanie, juste, m'engage je m'excuse. Oui. Je vais te laisser de répondre brièvement et après, je vous laisse donc parler. On peut rester ensemble. C'est juste pour clôturer, mais je te laisse quand même répondre sur le taux de financement. En fait, ce que je m'engage à faire, ce que je voudrais dire, c'est que je prendrai le temps de communiquer avec vous puis vous mettre en lien avec mon collègue Joanne qui est basé dans votre région. Ce sera un plaisir de regarder ça davantage avec vous. Un Parfait. grand merci, Mélanie, pour votre générosité et grand merci à Evol aussi. À nos panélistes, donc, pour vos partages, Étienne, Marc, merci. Je sais que c'est 30 minutes de présentation, mais comme les thèses, c'est 5 ans, mais en 30 minutes. Donc, on sait que vous travaillez fort pour nous donner ces résultats. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau rapport. Ma collègue Auria, donc à l'Institut de recherche sur les PME, on a toujours des webinaires et on a toujours des séminaires de recherche pour les praticiens, pour les chercheurs aussi. Donc, elle vient de vous partager les liens si vous êtes intéressé par nos séminaires. Et aussi, donc, je tiens à vous inviter à l'événement au panel organisé par le Carrefour d'entrepreneuriat d'innovation de l'UQTR, je m'excuse. Donc, c'est le 20 novembre. Donc, je vais vous partager aussi, ou peut-être ma collègue Auria l'a fait déjà. Donc, c'est à l'UQTR, à la Chasse-Galerie, le 20 novembre. Donc, et c'est à l'occasion de la semaine de l'entrepreneuriat. Et sur ce, donc, je vous remercie. Je passe la parole à Étienne, Marc, s'ils veulent aussi remercier nos panélistes, nos participants pour nos échanges. Marc, tu as eu du travail aujourd'hui? Oui, ben, j'ai répondu à ce que j'étais en mesure de répondre dans les questions-réponses. Énormément d'excellentes suggestions. Les gens veulent, à chaque année, les gens veulent en apprendre plus. Le rapport est déjà très, très long. Imaginez si on analysait toutes les dimensions. Ceci dit, j'ai adoré la question sur la neurodiversité. Le consortium GEM est toujours à l'affût, en fait, de nouveaux concepts, comment on peut essayer de mieux décrire le phénomène de l'entrepreneuriat. Je le retiens car je pense qu'on doit proposer un module sur la neurodiversité. On le sait, on vit dans une époque, particulièrement pour expliquer les comportements. On sait que les femmes sont plus sujettes à des problèmes liés aux médias sociaux, par exemple. Ça serait très, très, très pertinent, en fait, pour le GEM de se pencher sur cette question-là dans une perspective de neurodiversité. Je retiens la suggestion. Mais comme je l'ai dit dans le chat, n'hésitez pas si
Il y a des questions plus poussées que vous voulez. On a énormément de données, comme vous l'imaginez. Il y a des questions beaucoup plus précises qu'on est capable de formuler. J'ai enregistré l'ensemble des commentaires et à chaque année, Étienne et moi, on discute en fait de qu'est-ce qu'on devrait peut-être mettre plus en valeur pour l'an prochain. Vos suggestions sont très, très, très appréciées et très importantes dans notre réflexion. Donc, à l'année prochaine. Merci beaucoup, Marc. Excellent. Merci à tout le monde qui a participé. Merci aux panélistes. Puis merci également à toi, Raman, pour l'animation qui a fait ça de main de maître. Alors, Merci beaucoup. ça va mettre Merci. fin au webinaire. Fait que je vous remercie. Au plaisir. Et bon week-end. Merci. Bye bye.